Ok, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter des travaux de recherche que l'on mène dans notre équipe de recherche qui s'appelle BioEPAR, qui est une équipe de recherche en épidémiologie. Et notre objectif à terme, c'est de définir des stratégies de traitement antibiotique qui soient, vu le contexte actuel, le plus économe possible en antibiotiques. Alors pourquoi ça prend place dans la série de conférences aujourd'hui? C'est parce que les données que nous utilisons sont des données qui sont issues d'outils de monitoring, de surveillance des animaux. Et nous avons choisi une approche qui est basée sur des modèles mathématiques, sur de la simulation, basée sur l'intelligence artificielle pour résoudre ce problème de stratégie antibiotique. Alors on va mettre les bottes et la côte, et je vous amène tout de suite dans un élevage de jeunes bovins. Alors un élevage de jeunes bovins, c'est quoi? C'est des ateliers d'engraissement dans lesquels sont présents des jeunes mâles qui rentrent dans l'atelier à peu près à 8-9 mois d'âge, qui sont sevrés et qui vont être élevés en lot, engraissés dans des lots en moyenne de 10 animaux pour ce qui se fait en France. Ça va être notre modèle d'étude. Chez ces jeunes bovins, il y a une maladie qui est dominante, qui sont les bronchopneumonies, qui sont des inflammations, des infections, des bronches et des poumons. Ce sont les principales maladies que l'on rencontre, qui ont une origine, une étiologie multifactorielles, mais dans lesquelles interviennent la plupart du temps des bactéries. Et donc, on utilise des antibiotiques, bien sûr, pour soigner ces maladies-là. Et on essaye d'en utiliser le moins possible. En utilisant les outils de monitoring, et je vais vous en montrer un exemple par la suite, il est maintenant possible de détecter, avec une efficacité plus ou moins grande, mais de détecter les cas de bronchopneumonie infectieuse qui surviennent sur ces jeunes bovins. Ces outils de détection mis en place dans les élevages génèrent, on l'a dit plusieurs fois ce matin, un grand nombre de données qui vont être précises, qui vont être quantitatives et qui donc vont pouvoir servir par la suite à différentes utilisations, à condition, bien sûr, qu'une étape préalable ait été faite dans laquelle la performance des outils de monitoring doit avoir été testée et évaluée. Les valeurs prédictives positives, négatives, par exemple, de ces outils doivent être connues. On peut utiliser ces données, par exemple, pour faire du diagnostic. Ça demande sûrement de repenser la propédeutique, la sémiologie, et c'est par exemple ce que vous a présenté dans une autre salle Raphaël Gattéo, de notre équipe de recherche aussi ce matin. Moi, je vais vous présenter comment on peut utiliser ces données en recherche, dans le cadre particulier ici, de définir des stratégies de traitement. Qu'est-ce qu'on a comme stratégie de traitement à notre disposition quand on est face à des jeunes bovins qui font des troubles respiratoires globalement, en schématisant un tout petit peu? On a deux types de traitements qu'on peut utiliser. Sur la droite de la diapo, le traitement le plus classique, qui est le traitement individuel, le traitement ciblé. L'éleveur, c'est toujours l'éleveur dans les élevages qui détecte les premiers cas. L'éleveur détecte un cas de maladie respiratoire en regardant les animaux. Après, il peut compléter par la prise de température, etc. Mais la détection, c'est de regarder les animaux. Et il va décider de mettre en place ou pas, en collaboration avec son vétérinaire ou pas, de mettre en place un traitement. Ces modes de détection classiques des maladies respiratoires ont été largement étudiés et on sait maintenant, sans ambiguïté, qu'elles conduisent à un retard à la détection des cas de maladies respiratoires, donc à un traitement tardif, donc à une moins bonne prise en charge des animaux, mais aussi à une sous-détection des animaux. Tous les cas ne sont pas vus, il y en a qui passent des subcliniques qui passent inaperçus aux yeux des éleveurs, et donc une absence de traitement là aussi préjudiciable à la santé des animaux. La deuxième stratégie de traitement, c'est de mettre en place un traitement de groupe. On détecte des premiers animaux malades et un traitement collectif est mis en place. On appelle ça de la métaphylaxie. Ça a plein d'avantages pour traiter précocement les animaux. Ça a un gros inconvénient, c'est qu'on traite des animaux qui n'auraient pas mérité d'être traités. Donc en fait, on fait une surexposition des animaux aux antibiotiques et donc il faut donc arbitrer entre ces deux stratégies qui ont toutes les deux des défauts. Alors, je vous ai parlé des outils de monitoring. Nous, ce qu'on a utilisé, par exemple, depuis des années maintenant, c'est un bolus qu'on fait ingérer aux animaux, un thermobolus, qui prend la température en continu des jeunes bovins, qui communique avec un capteur qu'on place dans l'élevage, et ce capteur communique aussi avec soit notre ordinateur, soit notre smartphone, pour nous transmettre des mesures finalement quasi en continu de la température ruminale des animaux. Les premiers travaux qu'on a menés ont consisté à montrer
Tout d'abord que cette température ruminale était bien corrélée, et très bien corrélée avec la température centrale de l'animal. Et ensuite que quand on détectait des épisodes d'hyperthermie, des anomalies dans le tracé de la température de ces jeunes bovins, ces épisodes d'anomalie, dans le cas particulier de nos jeunes bovins où les maladies respiratoires sont les maladies dominantes, ces épisodes correspondaient bien à des épisodes de maladies respiratoires, donc le bolus était capable de les détecter. Deuxième travail que l'on a fait, c'est de valider les performances de cet outil de détection. Et pour la suite de l'exposé, la donnée qui m'intéresse, c'est que les bolus, en fait, permettent de détecter les cas de maladies respiratoires en moyenne 2 jours avant que l'éleveur le détecte. L'éleveur regarde ces animaux, il va d'abord repérer les animaux qui sont abattus. Et l'hyperthermie est repérée par le bolus 51 heures en moyenne avant l'apparition de l'abattement chez les animaux, donc une performance assez remarquable. Quand on veut évaluer des stratégies de traitement sur le terrain, ça demande de mettre en place des expérimentations, de l'expérimentation animale. C'est toujours compliqué, en particulier si on le fait sur le terrain. Et si on veut avoir des données fiables, il faut qu'on le fasse sur un grand nombre d'animaux et en élevage, si possible, sur un grand nombre d'élevages. Donc c'est toujours compliqué sur le terrain de tester des stratégies de traitement. Du coup, ce que l'on a fait, c'est qu'on s'est servi, comme je le disais en introduction, des données produites par les bolus pour modéliser la propagation des maladies respiratoires dans les lots de jeunes bovins, pour ensuite, dans une deuxième étape, tester des stratégies de traitement. Le modèle que l'on a choisi, c'est un modèle, alors je passe vite sur le détail parce que ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui, mais c'est un modèle individu-centré, mécanistique, c'est-à-dire que l'on fait des hypothèses a priori et on définit les règles a priori et ensuite on les teste. Et en gros, c'est un modèle qui nous permet de créer, de simuler tout un tas de situations que l'on n'a pas observées sur le terrain, mais qui sont plausibles aux yeux des experts et des données qui nous ont permis de créer ce modèle. Alors, quand je vous disais que c'était un modèle basé sur de l'intelligence artificielle, en fait, on a utilisé le logiciel Emulsion qui a été développé dans notre équipe de recherche. Et en fait, l'intelligence artificielle intervient à 2 endroits. Elle intervient tout d'abord pour créer un langage simple de discussion entre les vétérinaires et les modélisateurs. Donc, un langage est mis en place, n'importe qui, sans connaissance de data science ou de modélisation, peut nourrir ce modèle-là, et les modélisateurs ensuite s'occupent de faire tourner un moteur de simulation qui va générer les données. Il y a donc une discussion qui est facilitée, qui est présente en permanence entre d'un côté les biologistes, les vétérinaires comme moi, et les modélisateurs qui gèrent ce système émulsion. Donc l'intelligence artificielle intervient vraiment dans la façon de coupler le langage qui a été utilisé avec les moteurs de simulation et ça facilite les interactions. Alors là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail du modèle, des résultats du modèle, mais globalement, on a fait un modèle qui représente l'apparition des maladies respiratoires pour un lot de 10 jeunes bovins. C'est un modèle avec un pas de temps qui est de 12 heures et les jeunes bovins peuvent se retrouver dans différents états. Ils peuvent être infectés, ils peuvent être tout d'abord sensibles à la maladie, puis être infectés. Ils peuvent être hyperthermiques ou non hyperthermiques et ensuite ils peuvent être traités ou non traités. Et il y a tout un tas de fonctions de transition qui permettent de passer d'un état à l'autre. Et ces fonctions de transition sont définies à partir de tout un tas de paramètres que l'on retrouve dans le tableau à droite, ces paramètres ayant été définis à partir des observations qu'on a fait avec les bolus intraruminaux et pour quelques-unes d'entre elles à dire d'experts. L'expérimentation virtuelle que l'on a menée a consisté en fait à comparer des stratégies de traitement, à comparer en gros les sorties de ce modèle-là quand on lui appliquait différents paramètres de stratégie de traitement. La stratégie de traitement de référence, c'est celle de l'éleveur. C'est lorsque on a paramétré le modèle pour qu'il représente des traitements mis en place lorsqu'ils sont détectés par l'éleveur et du traitement individuel. Et on a testé différents scénarios
de métaphylaxie. La métaphylaxie pouvait ne jamais être mise en place et pouvait être mise en place dès qu'un cas était détecté, dès que 2 cas étaient détectés, jusqu'à 10 cas détectés. Et elle pouvait être mise en place après une certaine durée d'hyperthermie, et ça aussi on l'a paramétré. Et on a paramétré 2 durées d'hyperthermie. La durée d'hyperthermie du premier cas, avant de mettre en place la métaphylaxie, de dire « on va peut-être avoir besoin de la métaphylaxie ». Et on a paramétré différemment, on pouvait paramétrer différemment, la durée d'hyperthermie que devait présenter un JB pour détecter les cas suivants de mise en place de la métaphylaxie. On a mixé tout ça. En gros, on a reproduit 561 scénarios différents. Et pour chaque scénario, on a fait tourner le modèle 500 fois pour avoir un grand nombre de données et représenter l'évolution des maladies respiratoires sous ces différents traitements pendant 30 jours. Je vais vous présenter qu'un seul résultat, mais on a eu de très nombreux résultats. Alors, sans pointeur, ça va être un peu difficile, on va essayer de suivre. J'ai en abscisse la durée de l'infection pour... Ah, peut-être, ouais. Ah, super. J'ai en abscisse la durée de détection... Non, elle n'apparaît pas sur... Si. Non, elle n'apparaît pas. C'est pas grave. J'ai en abscisse la durée de détection... Pardon, la durée d'infection pour les animaux. Et j'ai en ordonnée le nombre de traitements qui sont réalisés dans un lot de 10 animaux. Le carré qui apparaît en bas à droite, c'est ce que l'on obtient quand on fait le scénario de référence, c'est-à-dire on paramètre le modèle comme si l'éleveur traitait les cas qu'il détecte. Qu'est-ce qu'on voit sur ce scénario de référence? C'est que globalement, c'est le meilleur scénario de ce que je présente là sur ce graphique en termes de consommation d'antibiotiques. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui sont traités, mais on le savait. On savait déjà qu'il y avait une sous-détection et des animaux pas détectés quand c'est l'éleveur qui met en place le traitement. En revanche, ce scénario, c'est le plus mauvais, c'est le plus à droite pour ce qui concerne la durée de la maladie chez les animaux. Si on regarde maintenant les carrés, les ronds, le triangle et le losange bleu, en fait, ils correspondent, et en particulier celui qui est tout en haut à gauche, le carré bleu. Il correspond au cas où je détecte très précocement les premiers cas et très précocement les cas suivants pour mettre en place de la métaphylaxie. On s'aperçoit que c'est le meilleur scénario pour limiter la maladie chez les animaux. En revanche, c'est le plus mauvais scénario, ou presque le plus mauvais scénario, pour la consommation d'antibiotiques. C'est assez trivial comme résultat. On se doute que plus on détecte plus précocement, plus on va traiter d'animaux, moins ils seront malades derrière, donc pas besoin d'aller chercher un gros modèle pour faire ça. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, en revanche, ce sont les triangles bleus et les losanges bleus. Ce que nous indique le modèle, en fait, c'est que si on veut essayer de maximiser, en tout cas de minimiser la durée de l'infection et de minimiser la consommation d'antibiotiques, il faut traiter précocement à 12 heures les premiers cas qui apparaissent. En revanche, il faut laisser évoluer la maladie avant de décider de mettre en place une métaphylaxie. Donc en fait, ce que je vais vous montrer sur ce graphique, c'est que notre modèle génère des hypothèses qu'on n'avait pas vues sur le terrain sur l'utilisation, par exemple, de ces bolus, avec une utilisation différenciée pour détecter les premiers cas ou pour détecter les cas suivants et des stratégies d'antibiotiques différentes. Ce n'est bien sûr pas le seul résultat que l'on a, mais c'était un qui était assez parlant, enfin, à mes yeux. Qu'est-ce que je voulais montrer par là? Tout d'abord, c'est que lorsqu'on utilise une modélisation qui est basée sur l'intelligence artificielle, et ici, on a utilisé le modèle émulsion de notre équipe de recherche, on a un dialogue qui est facilité entre les vétérinaires et les modélisateurs pour réaliser ce modèle de propagation des maladies respiratoires et avoir les premiers résultats sur les stratégies de traitement antibiotique. En fait, on a estimé avec le collègue modélisateur Sébastien Picot, avec qui on a fait ça, qu'on avait passé 3 mois hommes à créer le modèle, à interagir tous les deux. Bien sûr, c'est un modèle mathématique, et comme tout modèle mathématique, derrière, il faut de la validation. Donc ce que l'on est en train de prévoir, c'est d'équiper d'autres JB avec des bolus. Mais pour tester la robustesse de nos hypothèses, on sait qu'on a 2-3 hypothèses dans notre modèle qui sont vraiment des clés qui peuvent faire varier les sorties du modèle, donc on veut vraiment les tester. Et
les stratégies qui nous sont apparues les plus prometteuses dans notre modèle mathématique, bien sûr, maintenant, notre objectif, c'est de les trier et d'aller les tester sur les terrains dans des lots de JB. Enfin, ce modèle-là, qui est un modèle de propagation de maladies respiratoires, on va s'en servir dans l'avenir pour tester d'autres stratégies de traitement. Par exemple, des stratégies avec des petites doses d'antibiotiques qu'on a déjà testées dans des modèles de recherche et voir l'effet dose sur nos bactéries. Et aussi, bien sûr, pour tester des mesures préventives médicales, par exemple, la vaccination des jeunes bovins. Donc voilà, je tenais à remercier donc les deux modélisateurs, Pauline Ezano et Sébastien Picot, qui ont développé le système émulsion et qui maintenant le mettent à disposition des gens qui pourraient en avoir besoin pour étudier, valoriser des outils d'aide à la décision en santé animale. Et les travaux que j'ai présentés là vont être bien sûr présentés rapidement au mois de mars dans une conférence internationale et on aura le papier scientifique qui viendra derrière. Merci pour votre attention.